Madame, Monsieur, bonsoir. Ces derniers jours, tous les regards sont braqués sur la République démocratique du Congo où de violents combats éclatent dans l'est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, opposant les forces armées congolaises au groupe rebelle du mouvement du 23 mars, plus connu sous M23. Ce dernier est accusé de bénéficier du soutien du Rwanda, une allégation toujours rejetée par Kigali de manière catégorique. La situation humanitaire continue de se dégrader car les affrontements ont provoqué bien naturellement des déplacements massifs de population vers Goma, capitale de ce Nord Kivu. L'avancée fulgurante sur la cité de plus d'1 million d'habitants a suscité de nombreux appels de la communauté internationale à cesser ces combats. Les Nations Unies, les États-Unis, la Chine ou encore l'Union européenne ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes. Le Maroc, pour sa part, a réitéré lors d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dédiée notamment à l'examen de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Royaume a réitéré son attachement indéfectible aux principes fondamentaux de la souveraineté des États, de leur unité nationale et territoriale, du bon voisinage et de la non-ingérence dans leurs affaires internes, réaffirmant par la même occasion sa position constante contre toute forme de séparatisme et condamnant fermement les actions déstabilisatrices des groupes armés qui mettent en péril l'unité nationale des États. Nous allons aujourd'hui comprendre avec vous l'origine de la situation aujourd'hui en RDC et aussi prospecter l'impact sur ce pays et sur la région en compagnie de mes invités. Tout d'abord sur le plateau, l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à vous sur ce plateau. Toujours un plaisir de vous accueillir, colonel. Le plaisir est partagé. Marhaba. Se joint à nous par téléphone le chercheur et spécialiste de l'Afrique à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mohamed Chkoundi. Bonsoir, professeur Chkoundi. Bonsoir, madame Khadija. Avant de commencer, messieurs, un rappel historique ou de l'historique, j'ai envie de dire, des faits, colonel Hassan Saoud. Ben voilà, pour les plus jeunes d'entre nous, oui. J'avais envie de prendre deux dates importantes dans l'histoire de l'Afrique. Oui. C'est ce qui s'appelle la conférence de Berlin, décembre 1884, février 1885, et le partage de l'Afrique par 14 pays européens. Inutile de dire le nom. Et la spécificité de ce partage, c'est qu'il a été fait sur la base d'une règle et d'une carte. Quand vous dites règle, c'est l'instrument qu'on utilise, n'est-ce pas, pour mesurer et pour tracer des lignes, exactement. Pas des règles dans le sens de loi. Et l'Afrique aujourd'hui, quand elle connaît des conflits internes, elle s'en dit justement à ce partage qui n'a pas tenu compte ni de la morphologie ethnique, ni tribale, ni confessionnelle de l'Afrique. Et nous en sommes là. Et cette partie des Grands Lacs, évidemment, était concernée dans la mesure où deux ethnies dans cette partie, les Tutsis et les Hutus, ont été éparpillés par cette carte-là sur 4 pays, le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Burundi, évidemment, et même la Tanzanie. Et nous sommes là dans ce cas de figure. Et l'historique aussi, il faut partir du génocide de 1994, qui est un des déclencheurs, dans la mesure où les Hutus, qui sont considérés comme des génocidaires, ont été vaincus par les Tutsis, évidemment avec comme chef militaire l'actuel président du Rwanda, et les Hutus sont partis dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le Rwanda en fait une atteinte à la sécurité nationale. Et aujourd'hui, le Nord Kivu. Pourquoi le Nord Kivu? Oui. C'est quand même une province de la République démocratique du Congo qui est très riche. En quel minerai? Il y a des minerais stratégiques. Il y a de l'or, il y a de l'étain et il y a du coltan avec lequel ces smartphones sont construits. Et
Donc les enjeux sont à la fois économiques, sécuritaires et ethniques. Et stratégiques. Oui. Parce que le coltan dans cette partie de la République démocratique du Congo, c'est 50% de la réserve mondiale. Donc voilà où c'est que nous en sommes. Et le M23, comme vous l'avez dit, il a été constitué depuis 2012 sur la base de dissidents oui. de la République démocratique du Congo et qui est à la frontière et au Rwanda. Et on a vu une série depuis 2013 d'attaques, de prises de position et de reprises des positions par la République démocratique du Congo jusqu'à maintenant 2024, après avoir conquis 4 ou 5 villes. Aujourd'hui, c'est Goma. Oui. Et il semblerait que Goma a été entièrement reprise par ces rebelles. Et il y a eu un recul de l'armée de la République démocratique du Congo. On pourra en parler. Certainement. Alors, merci, colonel Hassan Saoud. C'est très important de rappeler les faits historiques et aussi de rappeler les faits actuellement. Donc, Goma serait tombé aux mains des rebelles. Professeur Chrondi, peut-être un mot sur la situation sur le terrain et comment en est-on arrivé là aujourd'hui? D'accord, donc rapidement pour parler de ce conflit, donc on peut dire de prime abord que c'est un conflit complexe. C'est un conflit complexe et systémique. À partir du moment où on entre en ligne un ensemble de variables, un ensemble de facteurs et d'événements. Je le résume ainsi en 3 éléments. C'est un problème d'abord lié à l'histoire. Donc le professeur Saoud a rappelé un peu ce volet historique lié au génocide qui avait été commis par les Hutus au Rwanda. Le Rwanda, on peut dire rapidement qu'il est guéri de ce traumatisme en quelque sorte grâce à une espèce de période de post-crise, post-génocide, on va dire. Mais il semble que le Rwanda n'est pas encore guéri, on n'en a pas fini avec ce conflit, avec ce génocide au-delà de ses frontières, c'est-à-dire au niveau de la RDC. Donc ce conflit continue à se vivre en RDC. Et donc, on peut dire en la matière que la République démocratique du Congo paie à leur tribut à un conflit et à un génocide auquel il n'a pas contribué en quelque sorte. Ça, c'est le premier élément. Donc, l'histoire, le poids de l'histoire. Le deuxième élément, c'est un problème d'ordre géopolitique. Vous savez, c'est un problème d'ordre géopolitique à partir du moment où il renvoie à cette question un peu de la souveraineté, de respect de la souveraineté des États. Donc la RDC jusqu'à maintenant réclame ou condamne un peu ce non-respect de sa souveraineté territoriale. Et en même temps, par rapport à la géopolitique, ça renvoie aux problèmes liés à la projection de puissance. On a l'impression qu'il y a des pays de voisinage, il y a d'autres puissances, parce que quand nous parlons de Nord Kivu, quand nous parlons de la RDC, l'Est de la RDC, il y a plus de 200 groupes armés qui opèrent au niveau de cette zone. Donc ça renvoie à la question relative à la légitimité de cette présence protéiforme et de cette présence multi-acteurs. Le troisième élément qui explique ce conflit est d'ordre géoéconomique. Parce que, comme le professeur vient de le rappeler, c'est une région, comme nous parlons de Nord Kivu, c'est une région immensément riche. Et nous sommes dans un monde marqué par l'intensification des rivalités entre puissances autour des minerais stratégiques. Donc géoéconomique à partir du moment où il y a cet enjeu lié au contrôle des minerais stratégiques. Parce que celui qui contrôle les voies d'accès aux minerais, d'acheminement des minerais stratégiques, contrôle toute la République démocratique du Congo. Donc maintenant, concrètement sur le terrain, donc il y a un conflit qui n'a pas été résolu malgré l'existence d'un ensemble de processus. Nous pouvons parler en l'occurrence de 2 processus. Il y a le processus de Luanda qui était sur le point d'aboutir et hélas, le Rwanda peut-être s'est retiré sous prétexte qu'il faut absolument impliquer dans ce processus le M23. Chose que la République démocratique du Congo rejette catégoriquement. Le deuxième processus, c'est celui de Nairobi. Et nous savons, hier, le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame étaient attendus à Nairobi pour réactiver le processus de Nairobi. Mais le processus, Félix Tshisekedi, nous savons son point de vue par rapport à ce processus de médiation opéré
par la communauté d'Afrique de l'Est. Oui. La communauté d'Afrique de l'Est à laquelle dont la RDC devenait membre à partir de 2023. Donc on voit un peu, c'est un conflit où il y a plusieurs acteurs. Justement, oui. vous avez évoqué le président de la RDC, Félix Tshisekedi, peu avant minuit, d'ailleurs hier soir. Il a pris la parole pour la première fois depuis le début de cette crise et s'est adressé à la nation dans une allocution retransmise à la télévision nationale. Je vous propose d'écouter le président de la RDC. On continue avec vous, professeur Chkroundi. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. Professeur Chkroundi, d'abord une réaction sur cette allocution du président de la République démocratique du Congo et aussi vis-à-vis de la réaction justement d'abord des communautés régionales mais aussi de l'Union africaine. Oui, d'abord le président Félix Tshisekedi condamne fermement cette violation de la souveraineté nationale d'un pays parce que il y a une réalité de terrain qui s'impose, c'est que le M23 ne cesse d'avancer et en avançant, il est en train de peser ou peut-être d'influencer complètement le processus de négociation en cours. Le président Félix Tshisekedi, vous savez, la réalité de terrain en ce moment, malgré les efforts de la communauté internationale, malgré les efforts de deux communautés économiques régionales, à savoir la SADC, dont la médiation se fait principalement par le président angolais, sous l'égide de l'Union africaine, bien évidemment, et nous avons l'autre processus dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la médiation de la communauté d'Afrique de l'Est. Malgré tout ça, la réalité de terrain est marquée par cette offensive ô combien stratégique de M23 qui n'arrête pas de marquer des points. Est-ce que, quand vous dites marquer des points, parce que le président a nié que la ville de Goma soit tombée aux mains des rebelles, puisqu'on parle de réalité sur le terrain. Oui, on parle des réalités sur le terrain. Je ne peux pas m'avancer davantage, mais d'après les éléments que nous possédons, la ville de Goma a été et maintenant se trouve sous contrôle de F-23 et le F-23 ne se contente pas. Sa pitié ne cesse de s'aiguiser à partir du moment où il commence maintenant à lorgner de côté de Sud Kivu. Et donc ça veut dire quoi? Le président Félix Tshisekedi promis une réponse à la hauteur de cette agression territoriale de la République démocratique du Congo. Et donc on attend parce que c'est-à-dire je parle de processus de négociation qui est en cours, mais je reviens à la question géopolitique que je pointais tout à l'heure. C'est-à-dire, ça dépend aussi du rapport de force sur le terrain. D'accord. En parlant de rapport de force, si vous le permettez, professeur Chkroundi, j'aimerais bien faire réagir aussi le colonel Saoud. En parlant de rapport de force, la RDC quand même, c'est un grand pays, de par sa superficie, colonel Hassan Saoud, et comparé à la superficie, par exemple, et de sa population, bien naturellement aussi, comparé à la population du Rwanda, enfin, il n'y a même pas comparaison à faire. Absolument. On parle de plus de 2 millions de kilomètres carrés de superficie pour la RDC et peut-être le dixième ou même un peu moins pour le Rwanda. Comment se fait-il que le Rwanda ait eu cette avance militaire par rapport à la RDC? Oui, d'abord, c'est le 15e pays peuplé au monde et c'est le deuxième en Afrique. C'est à peu près 106 à 107 millions d'habitants. Mais le M23 est quand même assez équipé d'armements, de combattants et d'armements modernes que normalement ne détiendraient pas
un mouvement rebelle de cette façon-là. Mais je pense qu'il y a une fébrilité au niveau de l'armée de la République démocratique du Congo si on s'en tient à ce qui s'est passé depuis le 23. Il y a vraiment un recul et il y a même quelques défections, semble-t-il. Et il y a des réfugiés qui sont partis de l'autre côté, qui sont partis au Rwanda. 1200 valeurs aujourd'hui, qui sont partis du côté du Rwanda. Donc je dirais que c'est compliqué par rapport à une armée régulière de faire face à une armée de rebelles fluide, rapide et qui fait des coups, mais qui est solidement armée. Et la situation à Goma maintenant est inquiétante. Je ne sais pas quelle serait la réaction de l'armée congolaise, de la République démocratique du Congo, mais il semblerait qu'ils sont déjà bien implantés à Goma, selon beaucoup d'observateurs. Oui. On verra. Mais autre chose, c'est qu'on a tout essayé dans ce territoire. Il y a des casques bleus qui sont stationnés dans le pays. La mission des Nations Unies. Oui. La mission des pays d'Afrique centrale qui ont été complètement renvoyés pour cause de manque d'impartialité. Et nous avons aujourd'hui le contingent des pays de l'Afrique australe, où il y a évidemment l'Afrique du Sud, la Tanzanie et deux autres pays qui forment ce contingent-là. Mais je pense que le problème est ailleurs. Nous sommes en face d'un conflit très complexe, où il y aurait même des égos de certains des acteurs importants par rapport à cette situation. Et la richesse du Nord Kivu est un élément qui va exacerber inévitablement ce conflit. Alors, pourtant, le président rwandais, Paul Kagame, a affirmé que sa priorité pour l'Est de la RDC est de détruire les forces démocratiques de libération de Rwanda, ce même groupe armé, comme vous le citiez tout à l'heure, installé dans l'Est de la RDC, ce que Kigali considère comme une menace. Donc, on continue de dire, en fait, il n'y a aucun enjeu, ni géostratégique, ni géoéconomique, mais c'est un enjeu purement sécuritaire qui menacerait la sécurité du Rwanda. Sécuritaire, économique, géopolitique, ça a été dit, mais le fait que les Hutus se trouvent en République démocratique du Congo, c'est peut-être un élément qui est considéré par le Rwanda comme l'élément exacerbateur de ce conflit et qu'il veut absolument venir à bout de ce. C'est compliqué et il faut s'attendre à un développement dramatique alors que les drames aujourd'hui sont importants. Nous sommes aujourd'hui en RDC à quelque chose comme 6 millions 400 de déplacés et de réfugiés. C'est important avec toute une situation humanitaire dégradée. Oui. Par rapport à la présence de 15 000 casques bleus de la MONUSCO, notamment professeur Shkondi, en RDC, qui sont présents en RDC, que pouvez-vous nous dire sur ce contingent qui est présent sur place et sa réponse aussi par rapport aux violences que connaît donc cette région ces derniers jours? Vous savez, il y a Bertrand Badi, un spécialiste des relations internationales, il avait écrit un livre dans lequel il intitulé « L'impuissance de la puissance ». Et donc, nous savons que l'ONU, normalement, en principe, elle est censée jouer un rôle très important, pas seulement dans l'observation de cessez-le-feu, parce que suite à toutes les critiques qu'il a essuyées par le passé, il a dû étendre sa mission à des interventions militaires, la supervision d'un processus électoral et ainsi de suite. Donc nous savons que l'ONU, la MONUSCO est présente sur le terrain en RDC pour observer ce cessez-le-feu depuis maintenant 30 ans. Mais c'est-à-dire la République démocratique de Congo, à chaque fois qu'il fait l'évaluation, elle fait des critiques à la MONUSCO. Il y avait 3 ans de cela, si ma mémoire est bonne, la RDC avait demandé à la MONUSCO de se retirer. La MONUSCO s'était retirée, peut-être l'appellation est défaite, mais en tout cas, la MONUSCO s'était retirée, mais c'est-à-dire le vide laissé par la MONUSCO a fait prospérer de nouveaux groupes armés, et surtout le M23. Donc, qui ont commencé à challenger la souveraineté, à violer la souveraineté du pays, à le challenger et à avancer, c'est-à-dire à avancer leur contrôle sur pas mal de régions. Donc, suite à quoi, la RDC a demandé le retour de cette opération de maintien de la paix. Donc, on voit qu'il y a une coalition maintenant
par rapport pour aider la RDC à relever l'ensemble des défis sécuritaires que nous sommes en train d'analyser ici, il y a une coalition. Dans cette coalition, nous trouvons les forces c'est-à-dire du maintien de la paix de l'ONU, nous trouvons les forces de la SADC, et là, il y a une autre question qui nous interpelle, parce que la SADC s'est substituée à la communauté économique d'Afrique de l'Est. Parce qu'aux yeux de Félix Tshisekedi, des Congolais, c'est-à-dire les forces militaires de la communauté économique d'Afrique de l'Est, ils étaient pro-M23. Et donc, il avait demandé à ce qu'ils se retirent. Et donc, en se retirant, ils ont été remplacés par les forces militaires de la communauté économique d'Afrique australe, en quelque sorte. Donc, et après, il y a d'autres pays qui combattent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres pays comme le Maroc, professeur Choukhroundi, il nous reste moins de 5 minutes, comme le Maroc qui appelle à la paix, qui appelle justement à l'unité et à la souveraineté territoriale des États. Un mot sur justement cette position affichée par le Royaume du Maroc vis-à-vis de ce conflit qui frappe donc cette région de la RDC et qui, force est de constater, inclut 2 pays de cette région de l'Afrique. Vous savez, les principes régissant la politique étrangère de Maroc ce sont des principes solides. C'est-à-dire, nous avons le premier principe, c'est celui de la non-violation de l'intégrité territoriale des pays. Le deuxième principe, c'est celui de la non-interférence dans les affaires de pays. Le positionnement du Maroc par rapport à ce conflit est clair. Le Maroc ne souhaite pas c'est-à-dire, il veut que cesse ce processus, ce cercle vicieux de violation de la souveraineté, de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. En même temps, le Maroc, il parle toujours du fait qu'il y a une forte relation entre les forces séparatistes, le terrorisme, le djihadisme, donc tous ces facteurs qui sont de nature à renforcer la faillibilité ou à renforcer la fragilité des États. De l'autre côté, le Maroc, on sait, pendant les 20 dernières années, comme on le dit souvent, il a réussi à générer un modèle de pacification en Afrique. Parce que les conflits qui sévissent, le conflit que nous sommes en train d'analyser ici, ce n'est pas simplement un conflit géopolitique, il y a aussi d'autres dimensions liées au développement de la région de Nord Kivu, liées à la capacité de transformer les ressources de Nord Kivu. Donc le Maroc a développé une approche qui se base sur le triptyque paix, sécurité et développement. Merci. Avant de finir, juste un élément. Nous savons, en Afrique, nous sommes toujours victimes, pas victimes. Nous avons toujours cette perception ô combien négative de la frontière. Les frontières en Afrique sont perçues d'une manière négative. Regardez, le Rwanda et la République démocratique du Congo partagent les frontières, mais en même temps, ils partagent les problèmes liés à la gestion des frontières. Un dernier mot, colonel Saoud, sur justement les faits se bousculent. Et vraiment, il y a une évolution fulgurante des événements aujourd'hui dans cette région du Nord Kivu, peut-être bientôt dans le Sud Kivu aussi. Un mot sur ce que pourrait engendrer finalement pour la RDC ce genre de conflit sur son territoire. Je pense qu'on a tout essayé, mais il y a une escalade et il faut signaler quand même que dans la capitale, il y a eu des ambassades qui ont été attaquées. L'ambassade de France, l'ambassade de Rwanda, l'ambassade des États-Unis et l'ambassade britannique également. Et on se jette la responsabilité. La RDC dit que c'est des éléments, c'est des intrus rwandais, etc. Mais je pense qu'on va encore vers une escalade et c'est regrettable. En ce qui concerne les Nations Unies, je pense qu'ils sont euphémistes dans leur communiqué. Ils parlent le retrait des forces étrangères. Mais nommez-les. Nommez-les. Il faut être responsable. Et on a tout essayé, encore une fois. La France a essayé en 2022, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le sommet de la francophonie qui a d'ailleurs été quitté par Tshisekedi de manière prématurée. On se trouve là dans une posture de conflit exacerbée, et il faut le dire, par la non-neutralité des pays voisins.
Est-ce que cela risque de déstabiliser la RDC politiquement? Je pense que c'est un pays qui est assez résilient, mais dans cette partie, dans son nord, je pense qu'on n'en a pas encore fini et que le M23 et peut-être ses commanditaires ne vont pas cesser de s'étendre. Il faut qu'il y ait que les deux dirigeants, rwandais et congolais, se réunissent. Malheureusement, ils ne se voient plus pour des oui, mais c'est pas défaut d'avoir essayé, parce que la communauté des pays de l'Afrique de l'Est a essayé de rassembler les deux, mais ça n'a pas abouti, malheureusement. On est sur des positions. L'Union africaine, peut-être en 2 mots. Le Conseil de paix et de sécurité s'est réuni, mais l'Union africaine revient sur les fondamentaux, mais n'arrive pas à être aussi franche sur le problème. L'Union africaine a pris un peu en retard ce problème, il faut le signaler. J'espère qu'on viendra à la raison dans l'intérêt de cette partie qui est quand même importante dans l'Afrique. Nous allons certainement suivre pour vous l'évolution de cette crise en RDC. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud. Moi, madame. Merci à vous également, professeur Mohamed Chkoundi. Voilà, c'est la fin de cet épisode Question d'actu. Très bonne soirée.